Non, parce que je vais essayer quand même de tenir ma demi-heure, ce qui ne va pas être facile, vous connaissant, mais enfin bon, je vais essayer. Alors, la fission, évidemment, vous connaissez tous, simplement, parce que je vais y revenir longtemps, vous savez que la fission émet n neutrons par fission. Donc ça, vous savez, une fission, ça émet de l'énergie, etc., mais ça, je vais pas passer. L'uranium, que l'on trouve partout, enfin partout, j'y reviendrai, est composé de 2 isotopes, vous savez ça, donc rapidement, je vais être rapide là-dessus, surtout 99,3%, il n'y en a que 0,7% qui est fissile, c'est-à-dire c'est du carburant pour le nucléaire, c'est pour ça que c'est carburant. J'ai appelé ça le carburant. Tout ce qui est matière fissile, c'est le carburant. Il y en a manque de peau, il n'y en a pas beaucoup dans la nature. C'est le seul carburant dans la nature pour l'énergie nucléaire, point barre. Il n'y a pas d'autre isotope que l'uranium-235 pour redémarrer des réacteurs, pas d'autre. D'accord? Le secret des réacteurs, alors ça c'est assez peu dit, mais enfin, pourquoi il faut faire des réacteurs à neutrons rapides? Eh bien tout simplement parce que le nombre n de neutrons que je viens de vous faire voir est supérieur, et en plus la probabilité de faire... Parce que vous avez un neutron qui bute dans un noyau, enfin qui tape dans un noyau d'uranium-235, eh bien, ça ne fait pas une fission à tous les coups. Dans 85% des cas, ça fait une fission, dans 15%, le neutron il est gardé par l'uranium-235, ça fait l'uranium-236. Pareil pour le PU, mais le PU déjà, la probabilité c'est plus 0,85, c'est un peu supérieur. Et donc la totalité du nombre de neutrons émis, c'est le nombre de neutrons émis par fission multiplié par la probabilité d'avoir une fission. Et vous avez ici la courbe, pardon, à droite, qui donne, alors on voit peut-être pas bien, je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran, mais en abscisse c'est l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie des réacteurs à neutrons lents c'est à gauche, et à neutrons rapides c'est à droite. Et vous avez ici ce fameux vecteur de reproduction des neutrons en fonction de l'énergie, et vous voyez que ça augmente sérieusement pour les neutrons rapides, pour le plutonium. Un peu pour l'uranium, mais beaucoup moins. Donc le secret il est là, si vous voulez. Le facteur de reproduction des neutrons est bien supérieur pour des neutrons rapides que pour des neutrons lents. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les pertes de neutrons par capture sont beaucoup moindres pour des neutrons rapides que pour des neutrons lents. Et je prends souvent, pour faire comprendre, l'exemple du gardien de but. Alors, c'est d'actualité, n'est-ce pas? Les gardiens de but, plus le ballon va vite, moins il est capable de l'attraper. Donc la capture diminue en fonction de la vitesse. Et donc on perd moins de neutrons par capture dans les produits de fission, dans toutes les matières du cœur, que ce soit les gaines, tout ce que vous voudrez, l'eau, etc. On perd beaucoup moins de neutrons. D'accord? Et puis en plus, troisièmement, les neutrons qui s'échappent du cœur, on les récupère dans une couverture, ça permet de fabriquer du plutonium. Ce sont les 3 secrets. Si bien, en fait, pardon, excusez-moi, alors si ça marche. Si bien que dans... Attendez, je reviens en arrière, désolé. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans un réacteur à neutrons rapides, on a suffisamment de neutrons en rab pour fabriquer du plutonium. Ce n'est pas le cas dans les réacteurs actuels. Dans les réacteurs actuels, il y a peut-être... c'est 0,6 neutrons pour faire du plutonium. Je vous signale, entre parenthèses, que l'électricité nucléaire mondiale, y compris celle-ci, 40% de l'électricité mondiale est créée par le plutonium, même aujourd'hui. Ça, peu de gens le savent, à cause du fait que, bon, justement, de cette création de ce qu'on appelle de carburant artificiel qui est le plutonium. Bon, eh bien, dans les réacteurs à neutrons, alors, l'uranium, donc, de 0,7%, on est obligé de l'enrichir parce qu'on utilise l'eau comme modérateur, et l'eau, ça bouffe des neutrons, donc on ne peut pas faire de réacteurs avec de l'uranium naturel, mais avec de l'uranium enrichi, qui font donc des réacteurs à eau, qui font 90% des réacteurs dans le monde sont des réacteurs à eau de ce type. Donc on enrichit l'uranium, comme vous le savez, alors ça, c'est pas un problème. Par contre, ce qui est surtout important, c'est que si vous enrichissez d'un côté, vous obtenez de l'uranium appauvri de l'autre. L'uranium appauvri, c'est la caisse d'épargne d'assurance vie du nucléaire du futur. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, ça va être vite fait. Alors, quand on retraite le combustible, on obtient évidemment, on sépare du plutonium, ça c'est déjà une chose, et quand on enrichit, les deux cadres rouges sont les deux mamelles du nucléaire du futur. Parce que vous avez d'un côté la réserve qui va vous permettre de fabriquer du plutonium, et l'autre c'est le plutonium une fois qu'on en retraite. Donc, les surgénérateurs, ça va, je vais assez vite, fabriquent plus de combustible qu'ils en consomment pour faire de l'électricité. Je compare souvent ça à une bagnole, j'aime bien.
Ah oui, d'accord. Attendez, excusez-moi, j'ai vu passer un truc. Oui, donc les surgénérateurs, c'est du combustible, c'est comme si vous fabriquiez de l'essence artificielle, si vous voulez, qui est le plutonium, et vous en fabriquez plus que vous en consommez dans votre bagnole, c'est ce que je prends comme exemple. Donc avec les réacteurs à neutrons, là, on utilise à peu près 0,5% du potentiel énergétique. C'est vraiment un gaspillage terrible, hein, ce qu'on fait nous. C'est un gaspillage terrible. Vous emmerdez à extraire de l'uranium, vous en utilisez 0,5% pour faire l'électricité. Et encore, pour faire l'énergie, parce que vu le rendement des centrales, bon, bref, qui est de 30%, c'est vraiment du gaspillage. 95% de l'uranium qu'on s'emmerde à extraire de la Terre, il n'est pas utilisé. Bon, heureusement, il y a moyen de l'utiliser à 100%, c'est donc ces fameux réacteurs à neutrons rapides qui utilisent uniquement du plutonium, j'insiste bien, plutonium, même si le mot est parfois considéré comme un analogue au diable dans certains pays, dans lequel je vais aller la semaine prochaine d'ailleurs, comme matière fissile, et ils en fabriquent ce carburant artificiel supérieur à celle qu'ils en consomment. Alors, je prends, donc c'est le jackpot. C'est le jackpot, quoi. Le nucléaire du futur, c'est ça. Alors, je prends souvent... Pardon, excusez-moi, vous ne m'entendez peut-être pas. Si vous m'entendez, non? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, alors le problème, c'est... Attendez, je préfère prendre le micro comme ça, parce que... Sinon, ça, je connais ça, le truc, c'est que... On va parler plus près du micro, puis finalement, on s'éloigne. Est-ce que vous m'entendez, là? Désolé, je suis désolé. Mais vous allez voir. Vous avez compris, donc je résume ce que j'ai dit. Dans la nature nous a laissé qu'un seul isotope fissile, c'est l'uranium-200. Un seul, il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas l'autre. Dans certaines industries, à la place du pétrole, de l'essence, on peut essayer. Là, c'est pas possible. C'est la première chose. Deuxième chose, il existe donc des réacteurs à neutrons pas rapides qui permettent de fabriquer du carburant artificiel, hein, qui est le plutonium, et qui permet, et on en fabrique plus qu'on en consomme. C'est comme si vous aviez, alors souvent, j'aime bien cette comparaison, vous avez une voiture qui 10 litres dans son réservoir de départ et qui mange 10 litres au 100. Vous faites 100 km avec cette voiture sur générateur, vous avez 12 litres dans votre réservoir à l'arrivée. C'est quand même sympa. D'accord. Vous avez plus d'essence à l'arrivée que vous en aviez au départ. Et vous avez fait 100 km. C'est exactement ce qui se passe pour les réacteurs à neutrons rapides. Alors ça, c'est un petit dessin humoristique qui a été fait par, comment ça s'appelle, Vechter d'EDF, là, qui illustre beaucoup, qui illustre bien. Le gars, il arrive avec ses réservoirs, il dit, moi, j'en ai pour des milliers d'années, quoi, avec ma voiture génération 4. Je ne peux pas m'empêcher de parler de réacteurs à neutrons rapides sans parler de M. Enrico Fermi, qui était appelé d'ailleurs le pape, hein, en Italie au départ, et qui il a eu l'idée de ces réacteurs à neutrons rapides en 1945, et il a dit « The country », je ne traduis pas, mais vous allez comprendre, « The country which first develop a breeder reactor, c'est un surgénérateur, will have a great competitive advantage in atomic energy ». C'était il y a 80 ans. Qu'on ne me dise pas que c'est on ne sait pas si on sait faire. Alors je sais qu'on sait faire, puisque j'ai visité d'ailleurs plusieurs fois, je connais bien les États-Unis pour avoir vécu là-bas et tous les centres. Le premier réacteur surgénérateur, donc surgénérateur expérimental, était le premier réacteur à produire de l'électricité dans le monde. C'était un réacteur déjà surgénérateur. Il s'appelait EBR1, Experimental Breeder Reactor, qui est en plein désert. D'ailleurs, c'est un des plus grands centres américains pour les réacteurs. C'est le Cadarache un peu si vous voulez, le Cadarache américain, quoi. Il y a 50 réacteurs expérimentaux, dont le premier était celui-là. Vous voyez la photo, c'est en plein désert. J'y suis allé plusieurs fois, c'est devenu un musée, et c'est là qu'ils ont éclairé quelques ampoules avec un réacteur surgénérateur. Alors, pour refroidir au sodium, je pense que Joël va en parler, donc je ne vais pas insister. Alors maintenant, bon, ok, on pourrait se dire qu'il n'y a pas besoin de surgénérateur, puisque de toute façon, on a de l'uranium à gogo. Eh bien, c'est faux. C'est ça, ça peut être un débat fondamental, mais qui est très important. Aujourd'hui, il y a donc un organisme international qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique, que je connais bien aussi, où il y a des spécialistes, tous les spécialistes géologues et tout, qui se rencontrent et qui font ce qu'on appelle un livre rouge, et qui donc font des évaluations régulières de toutes les ressources potentielles en uranium, excusez-moi. Ressources en uranium. Alors, en fonction du prix, des coûts d'extraction, de la probabilité d'avoir, bon. Bref, aujourd'hui, leur dernière édition du livre rouge vient de publier, donc en 2025, et qui fait le bilan de ce qu'ils ont sur Terre fin 2024,
sont identifiés à coup sûr 8 millions de tonnes. Ça, c'est sûr qu'on les a sous le pied. Ensuite, une deuxième catégorie, c'est les raisonnablement assurés. Bon, ça veut dire qu'on a des chances quand même que ce soit de l'uranium. 5 millions de tonnes. Et puis vous avez les spéculatifs, c'est-à-dire ceux qui existent peut-être, alors il y a tout un détail qui suit. 3 millions de tonnes. En tout, je vous le fais, allez, à 8 et 5 traits, je vous le fais à 15 millions de tonnes. En comptant ceux qu'on n'est pas sûr d'avoir. 15 millions de tonnes. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études pour faire une division, je veux dire. Aujourd'hui, vous avez 60 000 tonnes d'uranium qui est consommé par an. Dans 10 ou 20 ans, ce sera au moins le double ou le triple. Quand vous faites la division, c'est simple, quoi. Vous ne dépassez pas la fin du siècle, quoi. C'est aussi bête que ça. Alors, l'uranium, on va trouver. Tu parles. Bon, comme je mets... Donc, moi, dans mon bouquin, là, j'ai fait tout un tas de calculs de scénarios. Vous arrivez toujours au même truc. Il y aura plus assez d'uranium au tournant de ce siècle. Ça, c'est à des coûts raisonnables, évidemment. On ne va pas chercher l'uranium de l'eau de mer, choses comme ça. Ça, j'en parle aussi pas mal dans mon bouquin. Dans mon bouquin, j'ai dit, tiens, puisque c'est ça, on va essayer de pouvoir, s'il y a des moyens, soit d'économiser l'uranium, soit de le remplacer. Donc j'ai appelé ça les 7 façons d'aller sur la Lune. Vous savez, ceux qui connaissent bien cette pièce fameuse de Cyrano de Bergerac, où ils disent, où il y a un gars qui descend, enfin, bon, vous connaissez, où il dit les 7 moyens d'aller sur la Lune. Comment je suis monté? Il descend, il arrive et il dit, il tombe de la Lune et il dit, voilà, mais comment vous y êtes arrivé? Et puis il explique comment, voilà. Eh bien, il y a 7 moyens d'essayer de remplacer. Alors, il y a l'uranium de l'eau de mer, il y a ce qu'on appelle des réacteurs à haut facteur de conversion, il y a tout un tas de choses. Donc, j'analyse et il n'y a aucun moyen qui permet de. Vous m'entendez bien là? C'est bon, excusez-moi. Donc, toutes les estimations, je dis bien toutes les estimations, y compris celles de l'AIEA, montrent que l'on s'achemine inéluctablement vers une raréfaction des ressources, alors je pèse mes mots, des ressources conventionnelles, c'est-à-dire sous la terre, pas sous la mer, identifiées en uranium naturel, économiquement exploitables au tournant de ce siècle. Malheureusement, je ne serais pas là, mais c'est certain, ça. Je veux dire, c'est certain. Alors, il y en a qui disent, ah ouais, mais on peut aller jusqu'en 2110. Et alors, l'EPR que vous allez construire et qui va diverger en 2050, il a besoin d'uranium jusqu'au bout. Il va durer jusqu'à quand? Est-ce qu'il aura de l'uranium en 2100? La réponse est non. J'insiste là-dessus parce que ça, c'est... Alors après, on peut... Voilà. Tout montre qu'il n'existe aucun moyen crédible. Donc, il n'existe pas d'uranium de schiste. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça tout seul, mais j'étais content. Ça résume bien. Il n'y a pas d'uranium. Vous n'avez pas trouvé par miracle ou il faut aller chercher sur la Lune et encore. Je ne parle pas de l'uranium de l'eau de mer, sinon je vais me fâcher, quoi. C'est pas... Quel est le rapport avec l'uranium? Non, mais attends, oui, monsieur, c'est possible, non, vous avez raison, mais je ne vois pas le rapport avec l'uranium, l'hydrogène. Ah oui, vous avez raison, pardon, excusez-moi. Non, vous avez raison, vous avez raison, monsieur. On pourra en parler après. Bon, alors j'ai regardé, il se trouve que je fais pas mal de recherches sur Internet, j'ai trouvé les prix spot de l'uranium, il a été multiplié par 2,8 depuis en 5 ans. Puis j'ai comparé avec les prix de l'or, il a été multiplié par 1,9. Donc si vous voulez faire fortune, ce n'est pas de l'or qu'il faut acheter, c'est de l'uranium aujourd'hui. Ah mais ça, c'est clair. Hein. Bon, alors ça, le retour d'expérience, alors les RNR, est-ce que c'est des rêves de savants fous? La réponse est non. Joël Guillet, il va vous expliquer pourquoi. Donc dans le monde, il y a eu 26 RNR simplement de construits dans le monde, dans 9 pays, 8 exactement. Parce que, bref, et la France, il y a eu Raspadie, Phoenix et Super Phoenix. Je laisse Joël Guidel vous expliquer tout ça, cette aventure, puisque Rhapsody, il était patron de Phoenix. Pardon. Bon, donc je vais passer, comme je dois être... Alors, en fait, j'arrive à la fin, donc j'ai été, oui, ça va. Le développement industriel dépend du temps de déploiement d'une nouvelle filière. Si vous dites, demain, je veux développer des RNR, vous comprenez que, vu l'expérience passée, il faut des dizaines d'années. Il faut faire un réacteur expérimental, il faut l'exploiter, il faut un retour d'expérience. Ensuite, on commence à construire. Voilà. Il faut au moins, enfin, bon, plusieurs dizaines d'années, quoi. Ensuite, les capacités d'installation, parce que, évidemment, les RNR ne s'entendent que si on recycle, évidemment, la matière, donc il faut des usines de retraitement. Les usines de retraitement ont des capacités limitées. Et donc, par conséquent, comment dirais-je, donc les capacités industrielles comptent, évidemment.
Et puis, troisième problème qui font que le développement des RNR va prendre du temps, c'est la disponibilité de l'essence, du plutonium, l'essence artificielle. C'est le plutonium. Il faut le fabriquer dans les réacteurs actuels, il faut aller à la Hague, il faut aller le retraiter. Pour vous donner une idée, actuellement, mais c'est vraiment des chiffres au moins, actuellement à la Hague, on produit par an 10 tonnes, enfin on tire du parc nucléaire français 10 tonnes de plutonium qui sont fabriquées. Pour démarrer un seul RNR, il en faut 15. C'est-à-dire que tous les ans et demi seulement, tous les 2 ans maximum, enfin tous les 2 ans plutôt, on fabrique suffisamment d'essence avec les réacteurs actuels, enfin du plutonium, pour charger un seul réacteur. Un seul, vous vous rendez compte? On ne va pas y arriver, quoi. On va pas, ou alors il faut multiplier par 10, c'est complètement idiot. Donc on est contraint, ce que j'appelle la contrainte du plutonium. Quand on fait des calculs assez précis, c'est facile à faire, on trouve qu'il faut au minimum, au grand minimum, au moins 80 ans pour développer un parc de réacteurs. 2020 plus 80, ça fait 2100, d'accord? Donc voilà, 70 à 80 ans. Donc la France a la chance de bénéficier. Mais alors en plus, on est le seul pays, mais vraiment le seul pays au monde, et je vais la semaine prochaine aux États-Unis pour leur répéter ça, ce que j'ai déjà dit. Grande maîtrise de cette technologie, c'est évident. Un programme gigantesque sur les RNR, de l'argent a été développé, notamment la technologie du sodium. Un savoir-faire inégalé sur le traitement de combustible. Nous sommes le seul pays au monde à avoir une usine de retraitement de cette capacité à émission. Le seul. Il n'y a pas l'autre. C'est la Hague, d'accord? Plus une expérience considérable, n'est-ce pas, M. Jacques Simonet? Tu me considères qu'on a une expérience considérable sur le retraitement. Voilà. On a un stock de plutonium séparé, alors ça, bon, sur étagère, ce que j'appelle ça à la Hague, on a, disons, 45 tonnes déclarées à l'AIEA de plutonium là disponible. Donc on peut démarrer déjà demain 2 ou 3 RNR, mais pas plus pour initier le truc. Puis après, il faut attendre. Enfin, on a de posséder sur notre territoire une énorme quantité de stock d'uranium naturel, puisqu'on a tout, quoi. Vraiment, on a tout. On a la chance d'avoir eu des usines d'enrichissement, et donc on a un stock d'uranium appauvri qui s'accumule chaque année. Aujourd'hui, 350 000 tonnes. 350 000 tonnes, d'accord. Pour faire aussi, pour vous donner une idée, mais j'espère que vraiment vous souvenez-vous de ça, un réacteur de 1000 MW, d'accord, aujourd'hui, ça fait 1 tonne de fission. D'accord. Autrement dit, par exemple, aujourd'hui, vous avez 50 réacteurs, ça fait, enfin 50 gigawatts, disons. Hein, vous faites 50 fissions. 50 tonnes, excusez-moi, il ne faut pas que j'aille trop vite. 50 tonnes de fission, donc 50 tonnes de produits de fission. D'ailleurs, ça revient à la discussion que nous avions en aparté avec monsieur, n'est-ce pas? La quantité de déchets radioactifs de haute activité en France, c'est 50 tonnes. Ça tient dans un camion. D'accord? Ça, c'est de la physique, c'est pas de la politique. Oui, non, mais après, non, mais d'accord, évidemment. Mais aujourd'hui, le parc nucléaire entraîne 50 tonnes de produits de fission par an. Point barre. L'ordre de grandeur. Alors, ça peut être 51, 50, ça dépend des années. 50 tonnes. Bon, alors, donc, on a tout ce qu'il faut, donc, pour lui assurer, donc, c'est ça, en fait, ça va être ma conclusion. Ce programme lui assurer d'ici la fin du siècle, vous avez compris. Attendez, alors, je termine, vous voyez, j'ai été beaucoup plus rapide que prévu. Si vous avez des questions, évidemment, je préfère en discuter avec vous. Donc, ma conclusion, je termine souvent mes articles et mes choses, et mon bouquin, d'ailleurs, par là-dessus. En guise de les batailles perdues se résument en 2 mots. Lesquels? Trop tard. Voilà. Il faut s'y mettre maintenant, quoi. Alors, heureusement, comme vous le savez, le Conseil de politique nucléaire, présidé par Macron, s'est réuni exactement le 17 mars et a décidé une relance de ce programme. Et si vous voulez, donc on pourra en parler de cette affaire d'interruption de Superphénix, je ne sais pas, et d'interruption du programme Astrid, puisqu'on avait commencé à relancer un programme sur les RNR, qu'on a soudainement arrêté en août 2019, le 29 août, donc voilà, discrètement, on a tué
Et donc on a dit, ben, attendez, c'est pas possible, vous pouvez pas refaire ce que vous avez fait pour Superphénix, quoi. Bon. Et puis finalement, après 2-3 mois de tergiversation, et je dirais pas grâce à moi, parce que ça bien trop. Enfin, on a essayé de pilonner pour dire non, non, il faut vraiment faire vite. Donc il a été décidé par le Conseil de politique nucléaire dirigé par, évidemment, le président de la République, le Premier ministre, il y a 5 ministres, plus le haut-commissaire, que je connais bien, comment il s'appelle, Vincent Berger. Voilà, ces gens-là se sont réunis autour d'une table, le chef d'état-major général des armées aussi d'ailleurs, ils se sont réunis et puis ils ont dit, voilà, il faut redémarrer un programme. Ouf, ben il est temps, hein, il est vraiment grand temps. Voilà, je vais arrêter là parce que sinon, si vous avez des questions, évidemment, on peut y venir. Voilà, complet. Bon, vous aurez bien sûr une copie des transparents. Voilà. Merci. Expliquer un petit peu les réacteurs rapides, le nucléaire du futur. Il y a aussi un bouquin qui est sorti en 2024, en même temps à peu près, on a sorti les livres en même temps. Nos 2 livres sont complémentaires. Le livre que tu as fait est plus, il ne va pas se démoder parce que lui c'est un livre qui est vraiment sur les fondamentaux. Et ça c'est un livre qui explique plus la situation et les situations des design des réacteurs qui sont actuellement en cours d'étude. Donc c'est 2 livres très complémentaires. Ben voilà, et puis ici je pense. Normalement, ça marchait ici, voilà. Là, c'est mon livre qui est sorti en 2024. Donc, le contexte de la présentation, Dominique Grenet, je vous ai présenté tous les avantages des réacteurs rapides. Donc, je pars de là et je ne veux pas revenir sur les avantages. Hein, si on fait des réacteurs rapides, on n'a plus besoin de mine d'uranium, on n'a plus besoin de... tous les avantages ont été expliqués. Mais on va commencer par balayer les raisons diverses de l'échec d'implantation. Pourquoi, alors qu'il y a beaucoup d'avantages avec les rapides, pourquoi il y en a si peu? Et après, on va parler des différents types de réacteurs actuellement à l'étude en France pour être des réacteurs rapides. Alors pourquoi, avec tous les avantages qu'on a vus sur les réacteurs rapides, pourquoi il y en a si peu actuellement dans le monde et pourquoi il n'y en a pas en France actuellement, par exemple? Alors, difficultés techniques, là je dis non. Les premiers réacteurs, il y a eu des difficultés techniques. Par exemple, si on prend un exemple, les réactions sodium-eau, par exemple. Les réactions sodium-eau, les premiers réacteurs, il y a eu des grosses réactions sodium-eau qu'on a vues par satellite même, et qui ont fait beaucoup de problèmes. Mais maintenant, c'est géré, on sait faire. Donc, les difficultés techniques, il n'y en a plus. Les surcoûts par rapport au REP, oui, c'est vrai. Pour les premiers réacteurs, il y aura un surcoût. Parce que quand vous faites un premier réacteur, il faut fabriquer du matériel. L'industriel, il faut y créer l'usine, il faut y créer les systèmes, et ça coûte cher. Si je prends l'exemple de Superphénix, les pompes Superphénix, les pompes primaires, ont été faites par Gemont Schneider. Gemont Schneider, pour faire les pompes, il a dû faire un atelier inox, le construire, acheter les machines, et tout ça a été payé par les 4 pompes de Superphénix. Si on avait continué, les pompes suivantes, au fur et à mesure, étaient moins chères. Il faut faire de la série pour que les prix baissent, et les premiers coûtent toujours plus cher. Donc il y aura un surcoût au départ par rapport à un REP. Des problèmes de sûreté, je dis non, plutôt l'inverse. C'est des réacteurs qui n'ont pas de pression. On n'est pas à 140 bars, il y a 0 pression. C'est des réacteurs, il n'y a pas de poison. C'est des réacteurs qui sont extrêmement faciles à utiliser. Un rapide, quand vous, Phénix ou Superphénix, quand vous démarrez un rapide, c'est simple, vous êtes là, vous dites, oh, je vais le démarrer, vous levez les barres, ça chauffe, et puis c'est parti. Il n'y a pas besoin de mettre en pression, il n'y a pas besoin de mettre des poisons avec du bord, il n'y a rien, il n'y a besoin de rien. C'est super facile à démarrer, super facile à arrêter, il n'y a aucune pression. Donc en sûreté, on a des avantages énormes. En sûreté, on a aussi les avantages de la convection naturelle. C'est un métal liquide, ça permet une très bonne convection naturelle, et on peut évacuer la puissance résiduelle de manière très simple. D'ailleurs, on peut dire que l'accident de Fukushima, s'il était arrivé sur des REP en France, c'était pas simple. Si on n'avait plus d'eau et plus de courant électrique, ça pouvait être, et que le diesel soit en panne, c'est gênant. Sur le réacteur Superphénix, c'est le seul qui s'en foutait. De ne pas avoir d'eau de refroidissement à convection naturelle, on pouvait évacuer la puissance. Voilà, donc en sûreté, ce n'est pas le problème de sûreté. Alors un gros problème, c'est la diabolisation du plutonium. Le plutonium a été diabolisé par les Américains. Les Américains, ils ont fait 2 bombes, une avec l'uranium enrichi, une avec le plutonium. Celle avec le plutonium, c'est 3 kilos de plutonium.
Et donc, ça va diaboliser le plutonium. Pour eux, ils ont dit, oh là, c'est un produit, à quelques kilos, on fait des bombes, donc il ne faut pas qu'on fasse du plutonium. Et donc, l'administration Carter a décidé d'arrêter le retraitement pour ne pas faire de plutonium. À partir de là, les rapides étaient fichus aux États-Unis. Et c'est là que le programme FFTF s'est arrêté aux États-Unis, parce que comme il n'y a plus de plutonium, il n'y a plus de rapide. Donc ça, c'est un problème, ça a bloqué pas mal de choses. Après, nécessité de dispositifs de retraitement. Ben oui, si on veut faire des rapides, il faut avoir une usine de retraitement pour produire le plutonium. Le seul pays qui a ça, c'est la France. Les États-Unis ont arrêté, l'Angleterre qui en avait a arrêté également, et il reste les Russes maintenant et les Chinois bientôt. Mais pendant très longtemps, le seul pays qui pouvait faire des rapides, c'était la France, puisqu'on avait des REP, du retraitement et du plutonium. La nécessité d'investissements initiaux, ben oui, il faut mettre de l'argent au début, il faut faire des réacteurs, puis une usine de fabrication de combustible. Tout ça coûte un peu d'argent au début. Alors, les raisons d'échec aussi, c'est problèmes politiques. Oui, en France. En France, Superphénix était la cible des écologistes. Pourquoi? Parce que nous, on disait que grâce au rapide, on avait la production électrique pendant des milliers d'années qui était assurée, puisqu'on a 350 000 tonnes stockées, et avec 40 tonnes par an, on peut produire le courant électrique français. Donc on avait des milliers d'années devant nous. Et ça, c'est un chiffon rouge pour les écologistes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'arrêt du nucléaire. Et comme l'a expliqué Dominique, à la fin du siècle, il n'y aura pas assez d'uranium. Donc ça, et nous, on arrivait avec nos rapides, on disait, mais nous, ça va marcher pendant des milliers d'années. Donc c'est un chiffon rouge, et ça reste un chiffon rouge pour les écologistes. Voilà. Et puis, ce qui a aussi empêché le démarrage des réacteurs rapides, c'est le coût relativement bas de l'uranium. Les incidents qu'il y a eu de Tchernobyl et puis Fukushima ont bloqué le démarrage du nucléaire dans le monde. Et donc, la consommation d'uranium n'a pas été aussi forte que prévu par rapport à la production. Et donc, les prix ont été relativement bas. Maintenant, ils commencent à s'envoler, mais ils vont continuer à s'envoler. Voilà. Donc ça, c'est les raisons de l'échec, parce que c'est bizarre qu'il y ait si peu de rapides dans le monde. Alors, si on veut faire des rapides, il y a plusieurs types de réacteurs possibles. Vous connaissez tous le Gen 4 International Forum, c'est le GIF, qui a fait un bilan de tous les types de réacteurs qu'on pouvait avoir dans le monde. Il a fait un bilan vraiment de toutes les possibilités. Ils sont arrivés à classer les réacteurs dans 6 familles. 2 familles ne sont pas des réacteurs rapides. C'est les HTR et puis les SCWR, les réacteurs canadiens. Le rapide à gaz, on l'a beaucoup étudié au CEA à un moment donné. M. Bouchard avait relancé les études sur les rapides à gaz. Il y a des problèmes insurmontables. Ça n'a jamais été construit et ça ne sera jamais construit. Et il n'y a aucun projet dans le monde. Les rapides à gaz, on peut les abandonner. Donc il reste 3 types de réacteurs qui peuvent être rapides et répondre aux besoins des rapides. Les rapides à sodium, les rapides au plomb, les LFR, et les rapides au sol fondu. On va voir que ces 3 types de rapides sont actuellement à l'étude en France. Alors, Plutonium, mon amour, ça c'est un titre que j'ai piqué à Dominique. Il avait fait une conférence une fois qui s'appelait Plutonium, mon amour. Donc Plutonium est diabolisé dans certains pays, bêtement, parce qu'on rappelle que le plutonium issu du retraitement est utilisé pour les rapides, n'est pas utilisable pour faire des bombes. Dans mon bouquin, vous verrez un chapitre là-dessus. Tous les isotopes de plutonium qu'on a dans le plutonium de retraitement rendent ce plutonium impropre à faire des bombes. Si vous voulez faire des bombes avec ça, il faudrait pouvoir faire une séparation isotopique du plutonium, ce qui n'est pas évident. Voilà, donc ce plutonium n'est pas proliférant. Alors bon, Dominique l'a rappelé, 40% de notre énergie électrique actuelle est produite par le plutonium, parce qu'on en fait dans l'uranium 238 dans les REP, et donc ce plutonium est produit. Donc le plutonium, ce n'est pas diabolisé, c'est 40% de notre énergie. L'an dernier, le nucléaire a fait 80% de la production électrique en France, 40%, 80%. C'est vrai que dans notre courant électrique, là, on remercie le plutonium. Voilà. Puis les études actuelles de multirecyclage en REP du plutonium, c'est une imbécilité totale. Ça complique énormément le cycle des REP. Et en plus, on supprime un fissile valorisable. On le supprime en compliquant les REP pour créer des déchets à vie très longue. On va créer plein d'actinides mineurs, plein d'américium. Et on sait que pour 6GO, c'est un gros problème.
Pour CIGEO, si on augmente le taux d'américium, les prix sont doublés ou triplés. Et le prix de CIGEO, ce n'est pas un cadeau. Alors, on va voir les trois types de réacteurs dans l'ordre. Le premier, c'est les rapides au sodium. Ça, vous connaissez bien. C'est la filière qui a le plus grand retour d'expérience. En France, dès le départ, on voulait avoir des rapides pour utiliser les produits de retraitement. Dès le départ, on fait des REP, du retraitement, et on voulait avoir des rapides pour utiliser les produits de retraitement. Donc, dès 1960, on se lance sur Rhapsody, et après c'est Phoenix, après Super Phoenix. Donc, on a l'expérience. Actuellement, des réacteurs sont en construction, en opération, en Russie, en Chine, en Inde. En Russie, on a 2 réacteurs BN 600 MW et BN 800 MW qui fonctionnent comme des horloges, avec des très bons taux de charge. Donc, on sait faire. Récemment, il y a un mois, l'autorité de sûreté russe a autorisé le réacteur BN 1200, 1200 MW, qui va être construit sur le même site. Donc, vous voyez, les Russes avancent. Nous, on était les meilleurs au monde avec Super Phoenix 1240. Merci Jospin, on a arrêté Super Phoenix. Alors, ce qui fait qu'avec toute cette expérience, si on veut se relancer sur les rapides, on peut directement passer à des réacteurs de forte puissance. On n'est pas obligé de passer par un prototype de 30 MW, de 40 MW. On peut directement passer. Astrid, par exemple, c'est 600 MW. Donc, si demain on décide de revenir sur les rapides sodium, on peut faire un 600 ou un 1000. Il n'y a pas de problème technique. On sait comment faire. Et en particulier, on connaît tous les matériaux. Un réacteur, c'est des matériaux. Et ça, on les connaît. Donc, on peut refaire les matériaux, les gaines, les tubes hexagonaux, la cuve, les échangeurs. On sait que ça tient. Et donc, on peut démarrer sur un réacteur sans passer par un prototype. Par contre, on aura toujours des difficultés médiatiques et politiques à maîtriser. C'est les problèmes des médias, les problèmes des écologistes qui sont contre les rapides à mesure où ça résout tous les problèmes. Donc, c'est gênant. Donc, ça résout le problème des déchets, ça résout le problème de la souveraineté. Donc, c'est gênant. Alors, on a fait des progrès dans le dessin des réacteurs sodium. Bon, ça, je pourrais en parler pendant 1 heure, mais le dessin a été revu et corrigé durant les études de Super Phoenix 2 et 2FR. On a levé l'expérience Phoenix, Super Phoenix, mais on a travaillé sur des réacteurs suivants avec des modifications. Pour Astrid, on a fait 9 années d'études. On a fait des modifications dans le cœur extrêmement intéressantes. En particulier au niveau du cœur, on a un coefficient de vide qui est presque nul maintenant dans le cœur du réacteur. Et on a un système passif de barres qu'on a rajouté. C'est des barres qui tombent automatiquement si la température dépasse 600 degrés à la sortie du cœur. Le cœur, on rentre à 400 degrés, on sort à 550. C'est des barres qui à 600 degrés, il y a un nettoiement qui à ce moment-là lâche la barre et elle tombe. Sans ordre de contrôle-commande. Il n'y a pas besoin de donner d'ordre, c'est passif comme système. Donc ça, c'est très sûr, et c'est des avancées qui ont été faites pour Astrid. Après Astrid, on a fait des études dans le projet européen SFR Smart pour respecter les critères post-Fukushima, et on a simplifié énormément le dessin général. Je donne un exemple. On a pris des tuyauteries secondaires non plus flexibles, mais droites, qui permettent de ramener tous les circuits secondaires contre le primaire, et on gagne 50% sur les circuits secondaires, ce qui est énorme. Gagner 50% sur les circuits secondaires et les bâtiments secondaires. Voilà. Là, c'est le dessin SFR Smart avec des tuyauteries souples. Vous voyez qu'on est obligé de faire des coudes, on est obligé de les faire longues, tout ça. Et là, on a fait des tuyauteries droites avec des soufflets qui prennent des dilatations. Et on a ramené tous les circuits secondaires sur le primaire. Donc, on gagne un volume énorme et on gagne énormément. C'est un exemple de simplification. Il y a eu d'autres exemples. Je ne peux pas détailler vu le temps imparti. Le deuxième type de réacteur qu'on peut faire, c'est les réacteurs au plomb. C'est les LFR. Il y a un faible retour d'expérience avec les sous-marins russes. Vous savez qu'après la guerre, on voulait faire des sous-marins nucléaires. Tout le monde veut faire des sous-marins nucléaires. Les Américains sont partis à faire des sous-marins nucléaires avec des réacteurs à eau. Ça sera l'ancêtre des REP. Et les Russes sont partis à faire des sous-marins nucléaires avec des réacteurs au plomb, des rapides au plomb. Ces sous-marins ont très bien marché. Au niveau ils fonctionnaient très bien. Par contre, il y a eu des problèmes de corrosion. Il y a des problèmes de corrosion par le plomb. Ils ont perdu un réacteur, un sous-marin, et un deuxième sous-marin qui a dû rentrer au port en flottant, comme ils ont pu. Donc, ils ont arrêté la filière parce qu'il y a des problèmes de corrosion par le plomb, qu'ils arrivaient mal à maîtriser.
Bon, en plus, ce retour d'expérience, on n'y a pas accès puisque c'est militaire et c'est russe. Alors, deux raisons pour qu'on n'ait pas accès aux données. Il y a un petit développement international. En Russie, ils construisent un réacteur au plomb qui s'appelle Brest 300. Bon, on ne sait pas trop où ils en sont. Mais en France, on a une start-up très active, Nucléo, qui s'est lancée sur les réacteurs au plomb. Ça a été initié par les Italiens de Superphénix. Superphénix, il y avait 30% de Superphénix payés par les Italiens. Et les Italiens n'ont pas digéré l'arrêt de Superphénix. Ils ont trouvé que c'était vraiment pas terrible. Et ils ont dit on va faire un réacteur au plomb parce qu'au niveau médiatique, on aura moins de problèmes qu'avec le sodium. Voilà. En gros, je résume. Avant la guerre en Ukraine. Oui. Mais en gros, je résume. Mais ils sont très actifs. À Nucléo, c'est 840 personnes. Si vous allez à Lyon, il y a le grand bâtiment Nucléo, là, le building qui a sorti de Lyon-Pardieu. Moi, j'étais à Turin. Ils ont un grand site à Turin. Puis il y a des essais à Brasimone. Ils ont aussi un site à Londres. Et moi, je suis habité à Avignon. Ils viennent de créer une antenne à Avignon, 80 personnes. Ils ont aussi acheté des terrains à Chinon pour construire leur prototype. Enfin, il y a de l'argent. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça circule. Voilà, donc ils ont l'ambition de faire un petit prototype de 30 MW pour tester en particulier les matériaux. Un réacteur, c'est des matériaux, les réacteurs au plomb, ça pose des problèmes. Donc il y a des matériaux de nouveaux types, on appelle ça les AFA, c'est des matériaux, on met de l'aluminium dedans et qui résistent mieux au plomb que les 316 par exemple. Parce que le plomb aime bien manger le nickel. Dans tous les alliages avec du nickel, avec le plomb, ça ne passe pas. Et donc, ils sont obligés de limiter en température en dessous de 500 degrés et ils passent avec des matériaux avec de l'aluminium dedans. Voilà, en gros, je résume aussi à toute vitesse. Et donc, ils veulent faire un prototype de 30 MW et le réacteur de base ensuite, c'est à 200 MW. Donc, ça ne sera pas plus gros parce que le plomb est très lourd et en particulier sur les séismes, c'est très difficile de tenir au séisme. Sur les accélérations horizontales en particulier. En vertical, ça ira encore, mais en horizontal, c'est très dur. Donc, il reste un petit 200 MW. Alors que le système, le plomb passe dans le cœur. Là, c'est le générateur de vapeur qui est dans la cuve. Là, c'est la pompe donc, qui fait circuler le plomb dans le générateur de vapeur. Et le plomb qui est froid redescend et repasse ici. C'est une espèce de petit réacteur de 100 MW assez simple. Leur gros problème, c'est les matériaux. Alors, un point quand même intéressant, c'est que Nucléo veut utiliser le même combustible que les réacteurs sodium. Donc, il y a une synergie. Si Nucléo crée une usine pour fabriquer du combustible, tout le monde en profitera, quoi. Il y a une synergie entre les deux. Et puis le dernier, le plus exotique, c'est les réacteurs à sel fondu. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez bien, parce que c'est quelque chose d'assez exotique. Le principe, c'est qu'on dissout dans le sel, on chauffe le sel, on dissout dans le sel le plutonium et l'uranium. Donc, on en dissout suffisamment pour que la masse ici devienne critique. Quand elle est critique, elle diverge, et quand elle diverge, elle monte en température. Comme elle monte en température, le sel se dilate, et donc la réactivité diminue. Et donc ça se stabilise à une température qui est la température critique du mélange. Si on remet du plutonium ou de l'uranium, ça va remonter en température. Donc on peut régler la température critique ici, et ensuite, si on ne fait rien, ça reste à cette température, à 700 degrés par exemple. Mais si on met en route la pompe pour extraire la chaleur, on va renvoyer ici du sel froid qui va relancer la réactivité. Et donc ça tourne de manière autonome. C'est le circuit secondaire qui va piloter la puissance. C'est uniquement le circuit secondaire il n'y a même pas ça de barre de commande. Et ici, les gaz de fission vont se dégager en permanence. Il n'y a pas de gaine dedans, donc il n'y a pas de rupture de gaine. Le cœur est déjà fondu au départ. Et donc, les gaz de fission se dégagent en permanence. Il faut les récupérer et les traiter. Mais c'est du krypton, c'est des choses comme ça, c'est pas très gênant. Et après, il faut retraiter. Il faut retraiter de temps en temps, il faut retraiter le sel pour enlever des produits de fission qui généreraient la divergence. Mais c'est des produits de fission à vie courte. Alors c'est un réacteur qui a très peu de retour d'expérience. Il y a un réacteur américain qui s'appelait le MSRE qui a tourné dans les années 60 pendant quelques mois et qui était un réacteur à sel fondu. Dans le bon bouquin, il y a une annexe où je résume ce qu'on a appris sur ce réacteur. Alors, c'est une filière, par contre, qui a un très grand potentiel théorique sur papier. Sur papier, c'est intéressant parce qu'on peut tout brûler dedans.
Si on met dedans de l'américium, ou tout, puis il le brûle, il s'en fout, ça l'intéresse. Alors que l'américium, c'est pas évident à brûler dans un réacteur sodium. Donc c'est un excellent brûleur de déchets. Après, il n'y a pas d'accident grave possible. L'accident grave, c'est l'interaction entre le fluide et le combustible. C'est ça l'accident grave qui crée le type d'accident grave que la sûreté nous demande d'étudier comme cas théorique sur chaque réacteur. Là, il n'y a pas d'interaction possible puisqu'on est déjà à un accident grave. Le cœur est fondu déjà. Donc, on n'a pas de possibilité d'accident grave. On discute actuellement avec la sûreté pour définir un accident grave pour les réacteurs à sel fondu. Le plus grave qu'on trouve, c'est une fuite, et puis le sel s'échappe, et puis la réaction s'arrête, et puis bon, il ne se passe pas grand-chose. Mais il n'y a pas d'accident grave type accident grave nucléaire. Et le suivi de réseau est quasi instantané, puisqu'on pilote avec le secondaire. Donc si on a besoin de plus d'électricité, on augmente la vitesse des pompes secondaires, si on a besoin de moins, on diminue. C'est presque instantané le suivi de réseau. Donc c'est un réacteur très intéressant, et puis surtout sur le papier. Et puis surtout, on ne fabrique pas d'assemblage combustible. On met les produits directement dedans et on ne fabrique pas d'assemblage. Donc c'est quand même assez intéressant. Si on fait par exemple, là, on travaille pour faire des chlorures de plutonium et chlorures d'uranium, on les met, le réacteur tourne. De temps en temps, il faut enlever des produits de fission. Le réacteur tourne, on remet d'uranium, chlorure d'uranium, chlorure de plutonium, on en remet. Et il n'y a pas besoin de fabriquer combustible. Par rapport à la chaîne classique, où il faut sortir les combustibles usés, les couper, les retraiter, faire des déchets, recomposer tout ça pour refaire une usine de fabrication, il y a un gain financier potentiel énorme. Alors, par contre, il y a plein d'inconnus techniques, en particulier au niveau des matériaux. Parce que ce sel fondu, il est très, très corrosif. Les parois qui tiennent ça, elles prennent des DPA, en veux-tu, en voilà. Enfin bon, il y a énormément de problèmes techniques. On ne sait pas si on a les matériaux qui vont permettre de tenir, quoi. Alors, il y a un prototype qui vient de démarrer en Chine, un petit réacteur de 5 MW. Et en France, on a 2 startups qui travaillent là-dessus, c'est Narea et Stellaria. Narea qui est à Paris et Stellaria qui est à Grenoble. Voilà. Donc là, on a vu les différents types de réacteurs à l'étude. On a vu aussi les startups qui travaillent sur le sujet. On a vu donc Stellaria et Narea pour les sels fondus, Nucléo pour le plomb, et puis Hexana pour les réacteurs à sodium. Maintenant, est-ce que le prochain rapide sera un réacteur de start-up ou un réacteur avec Framatome et EDF? On verra. Je pense que ce sera plutôt ça, moi. Mais enfin bon, on verra. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on nous dit, mais on fait des rapides, ça va coûter cher, tout ça, ça va demander de l'argent, de l'investissement. Mais si on fait des rapides, il y a des gains financiers à long terme. Parce que comme on n'est plus dans le triangle vertueux REP, retraitement, rapide, il y a plein de coûts qui sont liés à l'absence des rapides. Par exemple, il faut entreposer le plutonium et l'uranium appauvri, qu'on pourrait utiliser dans les rapides. On dépense tous les ans 1 milliard d'euros d'achat d'uranium. Et puis, prospection, il faut faire. Orano dit qu'il va faire 1 milliard d'euros de prospection en Mongolie. Bon, c'est bien gentil, mais la Mongolie, c'est entre la Russie et la Chine. Bon. Donc, on dépense de l'argent pour les mines d'uranium et aussi pour l'enrichissement, puisqu'on est en train de dépenser beaucoup d'argent pour augmenter les capacités d'enrichissement. On a compliqué le coût du cycle des REP à cause d'absence des rapides, parce que le REP, on fait des assemblages usés, on les retraite, et quand on les retraite, naturellement, les produits devraient aller dans un réacteur rapide. Comme il n'y a pas de rapide, on les renvoie dans le cycle du combustible, les REP, qu'on complique énormément, en moxant certains réacteurs, et en faisant après des MOX usés, donc on ne sait pas quoi faire. Parce que les MOX usés qui s'accumulent à la Cogema à La Hague, ces MOX usés, si on avait des rapides, on pourrait les retraiter et utiliser les produits. Mais comme si ces MOX usés, si on les retraite, les produits ne sont pas utilisables dans les REP, on les accumule. Et comme on les accumule, on va faire une nouvelle piscine qui va coûter je ne sais plus combien de milliards, alors que si on avait des rapides, on aurait pas besoin de faire toutes ces bêtises. C'est complètement idiot. Et puis, si on fait disparaître les actifs mineurs, le coût de CIGEO est divisé par 3. Le problème du CIGEO, c'est que l'évacuation de puissance résiduelle des déchets ultimes, c'est l'américium et l'actine mineur qui sont les principaux facteurs, et ça oblige à mettre moins
de déchets ultimes au mètre carré. Donc c'est un facteur 3. C'est bon? Je suis dans les 25 minutes là? C'est bon, parce que je suis dans les temps. Bon, difficulté de la démocratie, De Gaulle disait « je ne suis pas de droite ou de gauche, je travaille pour la France ». Bon, les rapides, c'est un projet d'énergie souveraine, écologique, puisqu'on fonctionne avec des déchets, et on fait des déchets à vie courte. C'est inépuisable pour des centaines d'années. Mais c'est un projet à long terme. Les gens qui sont élus, ils ont un mandat de 5 ans, bon, la souveraineté dans 20 ans, ils ne seront plus là. Donc ça demande une constance dans le choix politique. Il ne faut pas non plus que les gens changent d'avis à chaque élection. Quand on fait un réacteur, c'est pour 100 ans. Hein. On met 10-20 ans à le mettre au point, à le construire. Il marche 60 ans et après 10-20 ans à le démanteler. Donc ce n'est pas des choses qu'on change en zigzag à chaque élection. Et le point important, c'est qu'au dernier CPN de mars, on a une décision positive de travailler sur Gen 4. Et actuellement, entre EDF et Framatome, il se passe des choses. Ben, la conclusion, je suis presque dans les temps, je crois. J'étais à vitesse grand V. Bon, ben, on va revenir à conclusion, ça va être la même que Dominique. Vu les durées d'implantation, imaginons que demain, par miracle, EDF et Framatome aient un projet, puis disent on veut construire. Combien d'années il faut avant qu'on coule le béton? On a vu que pour les EPR2, il fallait 6 ans avant de couler le béton avec toute l'administration. Donc c'est très long. Et, donc, vu les durées d'implantation-construction, il faut prendre rapidement une décision politique pour préserver l'avenir énergétique. Le lancement des prototypes, il faut le lancer avec la création des usines de fabrication de combustible, évidemment, et les remises à jour des chaînes de retraitement. Alors, on s'est retraité. Hein. À Phoenix, on a retraité des tonnes et des tonnes de combustible. On a créé 5 tonnes de PU qu'on a réutilisées à Phoenix. On sait faire. Mais enfin, il faut remettre à jour les chaînes de retraitement à l'AG, mais on sait faire. Alors, on produit tous les ans 10 tonnes de plutonium. Uniquement ça, les 2 cœurs Super Phoenix, c'est des 12 tonnes de PU. Bon, ça donne l'ordre de grandeur qu'on pourrait implanter par an. Par an, on pourrait faire 1 à 2 gigawatts de réacteurs. Donc on pourrait tous les ans faire 1 ou 2 gigawatts et puis au bout d'un moment avoir une flotte de rapides. Je parle de réacteurs isogénérateurs. Hein, il faut faire des réacteurs isogénérateurs qui produisent autant de PU qu'ils en consomment. Voilà. Ces investissements progressifs permettraient alors de rationaliser globalement l'ensemble de la filière. Et puis dans la lutte contre le réchauffement climatique, il m'apparaît que ces investissements devraient être prioritaires. Voilà, j'ai essayé de tenir dans les temps.